Nous allons parler ce soir rapidement de la République démocratique du Congo et le retour au bercail de Moïse Katumbi. On évoquera également l'Algérie, la présidentielle, le chef d'état-major appelle au respect du calendrier. Et puis la France, ce climat très passionnel autour de l'arrêt des soins à Vincent Lambert. On en parle avec Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Savenia, oui, bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est rentré lundi dans son fief de Lumumbashi. C'est dans le sud-est, 3 ans jour pour jour après son départ en pleine tourmente judiciaire sous la pression de l'ancien régime de Joseph Kabila. La vérité finit toujours par triompher, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Je reviens pour la paix et pour la reconstruction nationale dans notre pays. Moïse Katumbi était exilé en France, avait tenté en vain de revenir en août dernier pour déposer sa candidature à la présidentielle. Maître Sosa, c'est un signe de décrispation en RDC? Incontestablement, c'est un signe de décrispation. Ce retour était souhaitable parce que Moïse Katumbi, pour ceux qui le connaissent, savent quel acteur il était sur l'échiquier politique. Et beaucoup le donnaient gagnant s'il avait eu à compétir contre Joseph Kabila ou contre n'importe lequel des autres poulains du clan Kabila. Il faut dire qu'il en était lui-même. C'est un produit de l'écurie Kabila. Son parcours politique en est marqué par cette filiation en tout cas. Et il l'a renié pour des raisons qui sont tout à fait politiques et qui appartiennent au caractère houleux de leur relation à un moment donné, on va dire sur la fin. Bon, mais je ne désespère pas que tout ça finisse par s'apaiser. Kabila est plus ou moins sorti des affaires. Il continue de mener le jeu politique, quoi qu'il en soit. Et le retour de de Katumbi va être un moment intéressant de l'évolution des choses et peut-être aussi de la maturation du nouveau modèle démocratique qui est proposé. Un nouveau modèle démocratique qui prône l'alternance, mais qui n'est pas marqué par la logique de l'alternance. Mais bon, on verra. Est-ce qu'il rentre dans une RDC qui est sensiblement différente de celle qu'il avait quittée il y a 3 ans jour pour jour? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y a aujourd'hui un changement de chef d'État, mais c'est un changement uniquement en nom. Le régime est resté actif. Le régime est toujours là. C'est pour ça que je dis que c'est une décrispation, parce que si le régime Kabila avait refusé ou avait opposé un veto catégorique à son retour, il ne serait pas revenu. Parce que Tshisekedi n'a pas les moyens de s'opposer à une telle volonté exprimée de la part du clan Kabila. Donc, incontestablement, c'est une décrispation. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a nommé un nouveau Premier ministre. Et quand vous voyez le profil du Premier ministre, on se demande quel type d'alternance est celui-là. Parce que, bon, on ne comprend pas très bien quelle est la nouveauté du visage proposé. Donc, non, ce sont toujours les anciens caciques qui sont aux affaires. Et on se demande comment est-ce que des ministres nommés par d'autres et placés sous l'autorité de celui-là vont pouvoir travailler en harmonie avec lui, qui n'a pas finalement une politique clairement définie et orientée vers l'alternance. On ne sait pas encore quel est son discours de programme de politique générale, mais tout porte à croire qu'il ne sera pas sensiblement différent de celui qu'aurait eu un Premier ministre Kabila pur jus. Alors, ce n'est quand même pas un allié à Tshisekedi qui vient de rentrer? Incontestablement pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a un simili d'alternance avec toujours les anciens. On prend les mêmes et on recommence. Mais les deux, quand même, à un moment donné, avant
qu'on assiste à ce clash-là au niveau de Genève pour la désignation de la candidature unique. Les deux ont semblé, enfin pas les deux, mais avec d'autres, ont semblé avoir une convergence de vues sur l'unicité d'action en vue de la conquête du pouvoir. Mais ils ne l'ont pas conquis. Oui. Ils ne l'ont pas conquis. Regardez Fayoulou. Regardez ce qu'il pense de la désignation de Tshisekedi à la place de celui que le peuple a élu. Non. C'est une expérimentation qu'il faut observer. Oui. Peut-être qu'elle va donner des résultats surprenants. Espérons-le les plus positifs possibles pour le bénéfice de la paix en RDC. Mais il doit quand même s'agir aujourd'hui, sachant que rien n'a véritablement changé à part le nom du président. S'agir, c'est quoi? S'il faut pour cela qu'il consomme le forfait politique et qu'il se retire des affaires, c'est pas un assagissement souhaitable. S'il faut par contre qu'il écume les tréteaux et qu'il continue de manifester, là aussi c'est contre-productif. Ouais. À un moment donné, il faudrait quand même qu'il négocie son crédit politique et le transforme quelque part en proposant autre chose que l'opposition pour l'opposition. Il faut à ce moment-là qu'il dégage de par sa personnalité et le substrat idéologique que constitue son engagement politique, qu'il propose quelque chose d'autre et qu'il marque au pas Tshisekedi et Kabila en disant bon, je suis là, mais je représente quelque chose et j'incarne l'alternative. Ouais. Le peuple, à un moment donné, y adhérera mieux et à ce moment-là, 5 ans, c'est dans quelques... C'est dans quelques jours. Mais quand même, des conditions doivent lui avoir été posées ou imposées pour son retour, quand même. Le retour de... vous voulez dire... Katumbi. Oui. Par le clan Kabila qui a accepté qu'il revienne. Oui, je parle aussi bien de Katumbi que de Fayoulou, hein. Parce que là, aujourd'hui, tout est là. Parce que, bon, Katumbi est le porte-parole de Lamuka. Oui. Bon, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, celui qui incarne le plus les valeurs de Lamuka, c'est quand même Fayoulou. Oui. Donc, les deux vont devoir s'entendre pour transformer complètement la donne. Je pense que c'est l'agenda politique le plus probable. Mais bon, entre le probable et ce qui se réalise en RDC, on se perd toujours en conjecture. On passe maintenant à l'Algérie. Le chef d'état-major de l'armée, de facto homme fort de l'Algérie, a appelé lundi au respect du calendrier de la présidentielle prévu le 4 juillet prochain pour élire un successeur, Abdelaziz Bouteflika, massivement rejeté par la rue. La tenue de l'élection présidentielle permettra d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et de tout ce qui s'ensuivra comme danger et dérapage aux conséquences désastreuses, a estimé le général Ahmed Gaïd Salah, selon le test d'un discours prononcé lors d'une visite sur le terrain. Alors, on a comme l'impression, Maître Sosa, quand on suit le général Ahmed Gaïd Salah, qui joue aujourd'hui, disons-le clairement, le rôle de véritable homme fort du pays, qu'il a un agenda caché qu'il essaye d'imposer aux Algériens. Non. Là, c'est un procès d'intention. Non. Le général Gaïd Salah ne pensait pas, il y a 3 mois, être aujourd'hui dans la position qui est la sienne. Je ne pense pas qu'il l'a calculé. Il y a eu la réalité de la rue qui l'a forcé à prendre position, mais à prendre position contre le système dont il est issu. Et il a choisi de jouer, je crois, avec sagesse, la carte constitutionnelle. Vous vous rendez compte, paradoxalement, aujourd'hui, c'est lui et Ben Salah qui sont en train de défendre la Constitution. Et les élections étaient annoncées depuis très longtemps, donc les délais constitutionnels, on les connaissait. Même si on ne voulait plus
Bouteflika. Bouteflika est sorti du jeu et les acteurs politiques ont encore failli. Là, ils ont failli. C'est à eux maintenant de ramasser la mise. Mais parce qu'ils ne le font pas, ils préfèrent encore jouer la montre. Ça ne va pas. On va tomber effectivement dans un vide constitutionnel. Au bénéfice de qui et au nom de quoi? Moi, je m'efforce toujours d'être le plus légaliste possible. Voyez, mais sans faire du légicentrisme. Parce que je sais qu'on est en affaires politiques. Mais si la politique, c'est toujours d'évaluer le droit, si la politique, c'est toujours faire litière des principes qu'on a défendus, bec et ongle, et qu'on a obtenu de hautes luttes, si c'est ça faire la politique, je crois qu'il faut en désespérer. Parce que quelle politique voudrait que lorsque des tests constitutionnels existent et qu'on veut les appliquer pour le bénéfice de la démocratie, il faille les répudier pour satisfaire des agendas politiques. Aujourd'hui, quels sont les hommes politiques que doit gêner le fait qu'on applique le calendrier constitutionnel? Mais est-ce que l'Algérie, après le départ de Bouteflika, n'est pas à redéfinir aujourd'hui? Mais bien entendu, mais il faut le redéfinir avec des hommes nouveaux, capables de se faire élire avec comme mot d'ordre et comme programme les réformes à faire. Mais il faut qu'ils soient capables de s'entendre sur le minimum de plateforme politique en disant oui, quand nous allons venir au pouvoir, voilà les changements que nous proposons. Mais ils en étaient capables avant Bouteflika et ils ne le sont plus maintenant que Bouteflika n'est plus là. C'est à désespérer. Pourquoi on a des oppositions? C'est pour au moins qu'ils incarnent une vigilance qui soit la vigie de l'action politique menée par ceux qui sont au pouvoir et qui soient capables de dénoncer les méfaits pour proposer des solutions de changement. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? On nous annonce qu'il y a 70 candidats. Mais 70 candidats dans ce climat-là, comment on veut que le peuple, dans ce délai aussi court, choisisse parmi les 70? Donc ils sont incapables de secréter dans leur mouvement un leader crédible avec un pouvoir suffisamment attractif pour adhérer à lui l'espoir et l'espérance de changement. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas les défendre tout le temps parce qu'ils sont opposants. Le rôle quand même dans lequel se trouve le général Ahmed Gaïd Salah aujourd'hui, qui semble être celui qui distribue les cartes pour les bons et les mauvais, il trouve que tel, vous avez tenu des propos contre l'armée, vous avez attenté à l'autorité de l'État, on vous met en prison. Et on est comme dans un rôle où on déblaye le chemin à un inconnu qu'on va découvrir très bientôt. Écoutez, qu'on déblaye le chemin à un inconnu dans un climat insurrectionnel permanent. Il faut de temps en temps que l'autorité de l'État s'exerce et que ce soit un militaire, chef d'état-major, devenu président de fait, qui le fasse, ne me paraît pas surprenant. La démocratie, c'est d'abord aussi de la vigilance, c'est aussi un peu de discipline et de pédagogie. On ne peut pas faire la démocratie en acceptant chaque matin tout son contraire et vice-versa pour plaire aux criards et aux braillards dans la rue. Ce n'est pas ça la démocratie. Donc non, la démocratie, c'est d'abord aussi veiller à la protection absolue et vigilante des institutions. C'est ce qu'ils sont en train de faire et en cela, paradoxalement, ils sont plus démocrates que ceux qui demandent à ce qu'on répudie la Constitution pour mettre en place on ne sait pas quoi. On a proposé des étapes pour une constituante, pour modifier la Constitution dans un sens plus favorable à un peu plus d'espace démocratique. Vous avez refusé. Mais il y a une échéance électorale que vous ne voulez pas non plus qu'on applique. Franchement, à un moment donné, non. On ne peut pas tout donner à la rue parce qu'elle est légitime et parce qu'elle est protestataire. Mais dans ces conditions, est-ce que la prochaine élection et le prochain président ne risquent pas d'avoir à dos la rue? Mais pourquoi? Pourquoi faut-il qu'il ait à dos la rue? Quand il n'y a pas une adhésion véritablement populaire au processus qui se joue actuellement. Écoutez, vous savez quoi? Dans les meilleures élections possibles, il y a toujours des comptants. Parce que
on a élu leur poulain et des mécontents parce qu'on a répudié le leur. C'est toujours comme ça. Donc à un moment donné, celui qui va être élu aura nécessairement des partisans parce que quelques-uns l'auront élu. Donc on va dire qu'il est illégitime parce que d'autres ne l'approuvent pas. Non, si les élections, à condition que les élections soient transparentes et équitables, oui, si elles sont transparentes et équitables, qui que ce soit qui sera élu aura la légitimité pour gouverner et mettre en application le programme de l'alternance. Nous évoquons maintenant le troisième sujet, c'est la France et ce climat passionnel autour de l'arrêt des soins à Vincent Lambert, les traitements maintenant en vie. Le Français Vincent Lambert, en état végétatif depuis 10 ans, ont repris mardi conformément à une décision judiciaire surprise, le Vatican réclamant des solutions pour protéger la vie du quadragénaire. Nous avons le plaisir d'annoncer que le docteur Sanchez et le centre hospitalier ont remis en place l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert et ont arrêté sa sédation continue. C'est félicité l'avocat des parents, maître Jean Payot, devant l'hôpital Sébastopol de Reims. Est-ce que dans cette affaire, maître Sosa, ce n'est pas un peu l'éthique et le droit qui s'affrontent? Non, ce n'est pas l'éthique et le droit, c'est une conception religieuse de la vie et la science qui s'affrontent. Le verdict de la science est de dire qu'il est déclaré en mort clinique et que le secours de la science est vain. Il sera maintenu dans une sorte de vie végétative et c'est tout ce que la science croit pouvoir encore proposer. Point. Maintenant, il y a une conception religieuse de la vie qui consiste à dire tant que le bon Dieu n'a pas enlevé le souffle vital, on doit continuer à espérer ou à respecter la vie qui est là. Voilà ce qui se passe. Tout simplement, d'un côté la science, de l'autre une conception spirituelle et religieuse de la vie. C'est tout. Maintenant, dans les deux, lequel a tort, lequel a raison, je suis bien incapable de vous dire de quel côté penche mon choix et ma logique. Si elle est purement juridique, je dirais on doit s'en limiter à ce que dit la loi dans ce domaine-là. C'est de l'acharnement thérapeutique. Il paraît, d'après l'épouse et certains membres de la famille, que le concerné même y était opposé. Il semble que sa famille biologique s'oppose absolument à ce que on interrompt l'acharnement thérapeutique, enfin le maintien thérapeutique en vie. Bon, les deux positions se défendent parce qu'il s'agit d'un